Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine En Clair. Aujourd'hui, je reçois M. Jojo Maema, spécialiste des questions juridiques et chercheur en droit constitutionnel. M. Yannick Maema, bonjour. Bonjour. Mesdames et messieurs, vous le savez bien, le président Félix Tshisekedi a inscrit son mandat sous le signe de l'état de droit. Les premières heures de son mandat ont été décisives quant à l'avènement de l'état des droits. Mais la semaine qui vient de passer, la CENCO est sortie pour faire un état des lieux macabre de notre justice. À savoir, selon les évêques, cette justice semble sélective et discriminatoire. Alors, je reçois un spécialiste de ces questions-là qui peut nous en dire plus et nous donner sa vision de la situation. Monsieur Yannick, comment trouvez-vous cette justice que la CENCO qualifie de sélective? Merci Monsieur Binté pour la parole. Je voudrais d'abord commencer par vous remercier pour nous avoir invités bien évidemment sur votre plateau. Je pense que la CENCO, c'est une structure très bien organisée. La CENCO, lorsque la CENCO intervient sur la scène politique, ça signifie la CENCO a constaté quelque chose, que quelque chose ne va pas. Voilà la raison pour laquelle la CENCO s'est présentée pour nous faire son état des lieux. Alors, la CENCO parle d'une justice sélective. Comment nous pouvons qualifier, si nous pouvons faire un commentaire là-dessus? Mais puisqu'on se rend compte que lorsqu'il s'agit d'un candidat ou bien de quelqu'un qui est de la mouvance de la Mouka, là nous voyons le régime en place sortir de son cache-nez, là où ils étaient, voilà, passez-moi l'expression, pour interpeller. Mais nous avons beaucoup de cas, beaucoup d'abus qui se passent à la présidence. Les membres, par exemple, de l'UDPS ne sont pas inquiétés, cela nous étonne. Nous avons, je peux prendre l'avènement, avec l'avènement de Covid-19, le ministre de la Santé. Nous savons comment tout s'est passé, mais jusqu'à preuve du contraire, on se demande pourquoi le ministre n'est pas inquiété. Jusque-là, le ministère public qui a reçu la mission de se saisir, ou soit de saisir tout contrevenant à la loi, le ministère public s'était. Et là, ça inquiète un peu. Donc, je pense que la CENCO n'a pas du tout tort. La CENCO a parlé, comme d'ailleurs tout citoyen a reçu le pouvoir de dire ce qu'il pense selon lui. Mais est-ce que vous ne voyez pas là une conséquence claire de l'instrumentalisation de la justice? Si on ne peut pas s'auto-saisir ou être saisi par des faits de détournement des fonds publics ou de mégestion, c'est aussi que la justice est dans une mesure complice de la situation qui se passe. Notre justice actuellement, je dois le reconnaître, la justice ne fonctionne pas normalement. On a l'impression que la justice agit toujours sous le compte d'un camp. C'est là où ça nous étonne. Alors que la Constitution, la loi portant organisation sur fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire donne le pouvoir au ministère public. À chaque fois qu'il y a infraction, le ministère public a reçu ce pouvoir-là. C'est un pouvoir proactif que qualifie le professeur José-Marie Tassoki. Le ministère public doit se saisir. Mais on a l'impression comme si le magistrat qui a reçu ce pouvoir est un peu limité. Pourquoi? Parce qu'il doit recevoir des injonctions. C'est là que ça pose problème. Voilà pourquoi nous pouvons dire que notre justice actuellement est instrumentalisée. Mais est-ce que c'est ça l'image de l'état de droit qu'on attendait de Félix Tshisekedi quand il venait auprès des électeurs congolais? Est-ce que c'est ça l'état de droit dans sa pure conception? Lorsqu'on parle de l'état de droit, d'abord j'aimerais donner une petite définition. Allez-y. Même en un mot. Oui. L'état de droit est un état dans lequel les gouvernants et les gouvernés sont soumis à l'autorité de la loi. Okay. Mais déjà, lorsqu'on se rend compte que la justice
la justice qui doit élever la nation, même bibliquement parlant, la justice qui élève la nation est limitée dans ce pouvoir. En ce moment-là, je ne vois pas l'état des droits prôné par les chefs de l'État. Et si nous devons prendre en compte les événements récents qui se sont passés, notamment les élections à candidats uniques au poste de l'Assemblée nationale, mais aussi du Sénat au Sénat, est-ce que nous ne voyons pas là une augmentation des inquiétudes quant à cet avènement de l'état de droit? Notamment, j'ajouterais, les journalistes sont menacés. Je vais citer ici Puce Romain Roland, mais aussi Pascal Moulegoua, correspondant de la radio France Internationale, qui sont en fait poussés à se taire. Est-ce que ce n'est pas là un tableau très sombre de notre justice? Est-ce que ce n'est pas aussi l'image de ce que sera demain le régime d'aujourd'hui? Merci beaucoup. Lorsque vous parlez des événements récents, notamment, premièrement, vous avez parlé de... Rappelez-moi un peu. J'ai parlé des élections à candidats uniques. Voilà, j'allais commencer par là. Lorsque vous parlez des élections à candidats uniques, cela m'étonne. Puisque lorsqu'on parle de l'état de droit, parmi les traits principaux de l'état de droit, nous avons notamment les élections qui caractérisent l'état de droit. Les élections sont pluralistes. Voilà, les élections sont pluralistes. Mais on a l'impression qu'actuellement, nous n'avons plus les élections dans presque toutes les institutions. Je peux exclure peut-être l'institution président de la République où nous avons eu les élections en 2018. Mais quand vous allez au niveau de l'Assemblée nationale, vous savez comment ça s'est passé. Nous avons les candidats Mbosso qui jouaient l'intérim du bureau d'âge. Donc, comment ça s'est passé? Les candidats Mbosso, le président Mbosso a invité les candidats Mbosso à présenter son programme. Les candidats Mbosso a investi le président Mbosso. Vous voyez, là, ça nous inquiète un peu. Un peu de l'amalgame. Un peu de l'amalgame. Donc, c'est presque partout. Vous allez au Sénat, les candidats uniques. Les autres candidats sont invalidés. J'aimerais savoir, quel est le mobile? Qu'est-ce qui fait que les autres candidatures soient invalidées? Là, ça inquiète un peu. Là, on se demande si réellement nous sommes dans un état de droit. Puisque dans un état de droit, nous devons aussi penser à la concurrence. Je suis candidat, mon ami est candidat, nous allons nous battre. Que les souverains primaires se décident. Et bon, voilà, je comprends. Et nos téléspectateurs aussi avec nous, que la situation de la justice est très sombre. Nous venons de rappeler que cette justice était sélective. Je voudrais citer un événement qui se passe tout à l'heure là, du ministre Willy Bakonga et son service de l'EPST, qui sont aujourd'hui devant les juges. Et pourtant, ce n'est qu'un exemple. D'autres services qui ont brillé dans la mégestion et la mauvaise gouvernance ne sont pas du tout inquiétés. Et comment voyez-vous, en fait, en tant que constitutionnaliste, mais aussi juriste, le nouveau gouvernement qui sera connu peut-être dans quelques jours, se baser sur les questions juridiques, sur la justice? Est-ce qu'il faudra faire une justice sélective, laisser certains se balader avec les fonds de l'État comme ils le peuvent et pousser les autres à se taire parce qu'ils sont d'un régime qui est déjà passé ou d'un pouvoir qui est déjà passé? Comment voyez-vous la justice dans tous ces aspects? Sur quoi devrait mettre le Premier ministre des accents visibles dans son prochain gouvernement? Nous pensons que lorsqu'on parle de l'état de droit, comme je venais de le dire tout de suite là, c'est un état où nous sommes tous soumis à l'autorité de la loi. Donc la loi doit produire ses effets. Nous devons à chaque fois interroger la loi. Que dit la loi face à telle situation? En ce moment-là, nous pensons que notre justice pourra aller de l'avant. Mais si la justice demeure toujours instrumentalisée, la justice doit toujours agir pour les comptes de... Là, ça nous inquiète. Et je pense que l'actuel Premier ministre et son nouveau gouvernement doivent beaucoup plus marteler sur cet aspect-là. Beaucoup plus parler de la justice, afin que notre justice puisse aller de l'avant. Si déjà nous avons une justice très bien organisée, toute autre chose peut aussi... Mais vous le savez bien, il n'y a pas que de la justice. Il y a aussi les répressions violentes des manifestations qui sont reconnues comme des libertés fondamentales des citoyens.
Je rappellerai la marche des sympathisants de Martin Fayulu devant l'ambassade du Rwanda, qui a été réprimée par les agents de l'ordre, mais aussi à l'occasion, Prince Epenge, un homme politique proche de Martin Fayulu, a été arrêté dans des conditions peut-être inhumaines, peut-on dire. Vous voyez que la police a aussi un rôle à jouer dans ce maintien de l'état de droit. Devrons-nous réformer cette police ou devrons-nous éduquer ces policiers, ces agents de police pour être conformes à l'idée d'une démocratie que nous voulons? Merci beaucoup. Ça m'étonne un peu. Je ne serais pas vraiment trop étonné parce que un pouvoir de fait ne peut que produire des événements de fait. Expliquez-vous. Je m'explique. Lorsqu'on parle de la marche pacifique, souvent les gens ont tendance à confondre. On dit la marche est soumise à l'autorisation du gouverneur, alors que ce n'est pas ce que dit la Constitution. La marche pacifique, voilà, la marche pacifique est un pouvoir constitutionnel. L'organisateur a juste le pouvoir, il peut juste informer l'autorité des tutelles, c'est fini, sans attendre un avis contraire sur l'organisation ou pas. Et quand on parle de la police, vous avez parlé de la police, doit-on réorganiser la police? Mais la police déjà, quelle est la nature de la police? La police a la mission de sécuriser les peuples et leurs biens. Ça m'étonne qu'à chaque fois que lorsque la police doit intervenir, doit couvrir une manifestation, souvent ça se termine par des gaz lacrymogènes. Ça m'étonne. Même si la marche au départ était pacifique. Vous avez quelqu'un, un ambassadeur, qui vient sur un plateau, qui insulte un paisible citoyen puisqu'il a donné son état des lieux, qui est son droit. Et alors, les militants de son camp vont manifester et facilement on interpelle les gens. Là, ça m'étonne. Mais il n'y a pas que de la liberté de manifester dont on doit s'inquiéter, oui. Mais à l'occasion de ces répressions, il y a également des pertes de vies humaines. On ne citera jamais assez Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala et tous les autres martyrs de l'état des droits et de la démocratie. Alors, prochainement, comment faire pour arriver à bout de ces actes? Est-ce qu'il s'agit de l'absence de la justice? Est-ce qu'il s'agit, en conclusion, de l'instrumentalisation de la justice ou simplement de ce que nous avons dit, de choisir quand intervenir, quand ne pas intervenir? Nous pensons que l'instrumentalisation de la police, de la justice, continue à jouer, à produire ses effets. Pour mettre fin à tout ça, il faut que les auteurs de ces actes soient interpellés par la justice. J'insiste beaucoup plus sur ce point. Le ministère public qui a reçu cette mission doit se saisir de ces dossiers. Que les auteurs soient interpellés. Comme ça, nous autres, voyant déjà que telle personne avait commis tel acte, il était interpellé, nous tous nous allons soumettre à l'autorité de la loi. Nous allons descendre. Nous abordons ici la dernière question de cette émission, c'est les élections. La CENCO a fait son point de vue, a donné son point de vue plus tôt. Elle a rappelé les autorités à venir organiser les élections d'ici 2023 parce que c'est constitutionnel. Mais cet appel de la CENCO n'a pas été accepté de bon cœur par beaucoup. Alors, est-ce que nous allons continuer un perpétuel processus de la continuité de l'État ou du président qui reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu, même si les élections ne sont pas organisées? Ça risque d'être cyclique. Ça sera votre dernière intervention peut-être. Ouais, merci beaucoup. La CENCO, j'ai dit, c'est vraiment une structure très bien organisée. C'est comme vous et moi, même les enfants de la maternelle savent qu'il y a eu élection en 2018 et en 2023. D'office, il faut qu'il y ait organisation des élections. Ça, c'est le premier volet. Allez-y. Le deuxième volet, je pense que quand vous parlez de la continuité, le président de la République doit rester en fonction jusqu'à l'installation. Mais
Cette disposition-là, parfois, est très mal interprétée par certains. Est-ce que c'est un problème d'interprétation ou c'est un vide constitutionnel? Il n'y a pas un problème d'interprétation. La Constitution est bien claire. Le président de la République a la mission d'organiser les élections. Lorsque déjà... Avec son gouvernement. Avec son gouvernement. Déjà, il n'organise pas les élections intentionnellement dans le but d'utiliser le deuxième alinéa de l'article 70 de la Constitution. Là, ça nous inquiète. Dire que nous allons rester au pouvoir jusqu'à... Mais ce pouvoir-là est juste transitaire. Il va jouer la transition. C'est juste l'intérim. C'est l'intérim qui intervient juste après la... Mais est-ce que ce n'est pas un moyen pour permettre au président en place de ne pas organiser les élections? Il serait clair et souhaitable de dire que le président qui n'aura pas organisé les élections devra démissionner et passer le flambeau, par exemple, au président du Sénat. Mais là, nous avons l'impression que c'est un vide et que le président en fonction peut tout faire et rester en fonction même sans avoir organisé les élections. Si les sous-bassements du président de la République, c'est l'alinéa 2 de l'article 70 pour rester au pouvoir, moi je pense que ça serait une violation grave de la Constitution. Expliquez-nous. Parce que la Constitution a bel et bien limité les mandats du chef de l'État. Le président de la République est un mandat renouvelable une seule fois. Et lorsque déjà vous êtes dans la transition, vous jouez la transition, moi, je ne trouve pas où cela peut constituer un soubassement pour un président de la République de demeurer au pouvoir. Je ne pense pas. Donc, la Cour constitutionnelle, dans le cas où, dans l'hypothèse où le président de la République intentionnellement ne va pas organiser les élections, la Cour constitutionnelle, qui est son juge pénal, doit se saisir de lui. Je ne sais pas si vous me comprenez là. Et dans le contexte d'une Cour constitutionnelle qui est à la solde du président lui-même, peut-on espérer? On ne dit pas que c'est le cas, mais si jamais cela est le cas, comment peut-on espérer à une Cour constitutionnelle qui inquiète le président? Nous avons vu récemment l'arrêt de la Cour constitutionnelle, l'arrêt qui a étendu le pouvoir du bureau d'âge de connaître de la motion de censure contre le gouvernement Ilunga Ilunkamba. Alors que les bureaux d'âge, nous les connaissons. Quelle est sa mission? L'article 12 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Que dit cet article? Mais voyez comment la Cour constitutionnelle, qui a reçu la mission, qui a reçu aussi le pouvoir d'organiser la vie politique, une Cour qui intervient juste pour satisfaire un camp. Calmez-vous. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous avez compris que le souci était d'aborder avec pertinence les questions juridiques. J'espère que vous avez été satisfaits et que prochainement, nous allons approfondir ce même sujet. Je remercie toute l'équipe qui a travaillé avec moi. Je remercie Isaac Kabea, Jordi Kimpembe et Isaac Mpoy. Je remercie également mon invité, chercheur en droit constitutionnel, Yannick Maïma. Merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est à moi de vous remercier. Merci.